Vous gardez les questions pour tout à l'heure, s'il vous plaît, de manière à ce que nous puissions à peu près avoir du temps pour discuter. Donc, je vais donner la parole au docteur Evelyne Castel-Lakanna. Alors, nous avons commencé à travailler ensemble il y a déjà quelques années, quand nous nous occupions l'un et l'autre de personnes atteintes de sclérose en plaques. Madame Castel-Lakanna est médecin de médecine physique et de réadaptation, et elle va nous parler de la parentalité en situation de handicap moteur, avec une expérience acquise depuis quelques années déjà. Merci, et je suis très honorée d'être là. Et puis c'est vrai qu'il y a une petite émotion, puisque M. Clany a joué un rôle important pour que je sois là, il nous avait soutenus dans ce poste de médecine physique et adaptation, en particulier sur le handicap périnéal, qui fait que aujourd'hui, je peux vous parler de tout ça. Donc il y a une certaine émotion. Merci encore, M. Clany, de ce que vous avez fait pour nous, pour la médecine physique. Donc moi, je suis médecin de médecine physique et de réadaptation. C'est quoi? C'est ce que vous entendez par moment par rééducation fonctionnelle, super kiné. Non, en fait, on est des médecins autour du handicap. Et en particulier, donc, moi, je suis spécialiste dans le handicap neurologique. Et j'ai une surspécialité qui est le handicap périnéal. Et donc, quand on commence à s'occuper du périnée, petit à petit, on va vers sexualité, parentalité. Alors, ça a été un peu dit, mais je commencerai sur les patients dont je vais vous parler aujourd'hui, qui sont des patients avec des personnes avec handicap moteur d'origine neurologique. Avant de parler de parentalité, il va falloir parler de sexualité. Et déjà, cela, ce n'est pas simple. Même si on a fait beaucoup de progrès, malgré la loi depuis 2002 sur la santé sexuelle, sur ce droit à chacun de pouvoir se sentir bien et d'être épanoui dans sa sexualité, eh bien ce n'est pas simple. Quand on a une maladie neurologique, quand on a un handicap neurologique, les troubles sexuels peuvent être d'origine triple. On va déjà avoir rien que les causes directes de la pathologie neurologique, la sexualité. Il y a une commande neurologique. Donc, si elle est touchée, il va y avoir des difficultés. Il y a aussi tous les autres symptômes qu'on peut avoir quand on a des troubles de la sensibilité, quand on a du mal à se positionner parce qu'on a des jambes très spastiques, très contractées, eh bien ça va pouvoir avoir des conséquences sur la sexualité. Et puis toute notre image personnelle, tout ce qu'il y a autour, peut avoir des conséquences. Donc déjà la sexualité en soi est un point important. Toute personne en situation de handicap neurologique a le droit d'être accompagnée dans cette sexualité. On fait des progrès, mais on en a encore beaucoup à faire. Mon propos va être beaucoup axé sur la personne avec une lésion médulaire et en particulier avant la conception, avant la grossesse. Alors, les personnes blessées médulaires, c'est ces personnes qui ont eu une atteinte de la moelle épinière et qu'on connaît sous le terme de paraplégie, tétraplégie. Alors déjà, quand je dis ça, eh bien, vous voyez bien, encore une fois, cette prise en charge individuelle qui va être importante, parce que quand on dit tétraplégique, c'est que le déficit va toucher les 4 membres. Mais on peut ne pas du tout bouger les bras ou bouger les bras, mais avoir un peu de mal au niveau des mains et on est tétraplégique. Donc ça n'aura pas tout à fait les mêmes conséquences après dans son autonomie, dans la gestion du quotidien. Pareil, paraplégique, c'est que les bras vont bien, c'est ça que ça veut dire. Mais on peut avoir du mal à contrôler son torse ses jambes et plus ou moins son torse. Donc ça aussi, ça va avoir un impact important sur plein de gestes. Alors on voit ça quand on voit quelqu'un en situation de handicap paraplégique, tétraplégique, mais il y a encore plein d'autres choses. C'est des personnes qui vont vivre pendant des années, quand ça arrive sur un accident à l'âge de 20 ans, mais qui vont vivre avec 50 ans, 60 ans, 70 ans, avec besoin de se transférer, d'utiliser ses bras. Et donc, les épaules, elles sont fatiguées. Il va y avoir tout cet équilibre en fonction du handicap. C'est des personnes qui sont à risque de fractures, qui sont à risque d'escarres et lésions cutanées quand il y a des mauvais appuis. Donc là aussi, c'est des choses qu'on ne voit pas, nous, quand on ne connaît pas ça. Il y a les troubles respiratoires. Une simple bronchite est quelque chose d'important qui peut avoir des conséquences. C'est des personnes qui sont très à risque au niveau cardiovasculaire sur la lésion et en partie périnéale. Il faut savoir que ces personnes-là, jusque dans les années 70, mouraient des troubles urinaires. L'avènement de la prise en charge urinaire a changé le pronostic de ces personnes, mais il faut qu'ils s'en occupent. Et c'est un vrai retentissement. Chez ces personnes, quand on regarde, c'est une étude ancienne, vous voyez, ça date de 2004, et donc on n'était pas encore très libéré sur le fait de parler de la sexualité. Mais quand on demandait à des personnes tétraplégiques ou paraplégiques, plus de 5 ans
après le fait qu'ils aient eu ce handicap, on leur demandait qu'est-ce qu'ils aimeraient récupérer en premier. Une personne tétraplégique demandait à récupérer en premier les fonctions liées aux mains, en deuxième, la sexualité. En deuxième, une personne paraplégique demandait à récupérer en premier la sexualité, pas la marche. Donc on voit cette notion qui est hyper importante et donc qui est un élément à prendre en compte dans notre propos d'aujourd'hui autour de la parentalité. Alors là, on va voir une différence homme-femme. Alors on a beaucoup parlé des femmes jusque-là. Moi, je vais vous parler des hommes aujourd'hui, là, sur une partie de mon propos, car les personnes blessées médulaires hommes vont vivre un vrai parcours du combattant quand ils ont un projet de parentalité. Alors déjà, ils vont avoir ces troubles sexuels dont je vous ai parlé, et entre autres, c'est neurologique, c'est des personnes qui vont avoir des troubles de l'érection, des troubles de l'éjaculation. Quand on regarde, seulement 38% vont arriver à avoir des rapports avec un coït, donc pas la grossesse, hein, ce que ça implique, et 15% auront une éjaculation des rapports sexuels. Donc on voit déjà cette difficulté déjà pour pouvoir concevoir un enfant. Et même s'ils ont une éjaculation, il y a des anomalies du spermogramme. Alors on ne sait pas pourquoi, il y a plusieurs causes. Quand on prend les spermatozoïdes d'un monsieur paraplégique et qu'on le met dans le liquide de ce séminal, eh bien ces spermatozoïdes redeviennent normaux. Et au contraire, quand on prend les spermatozoïdes de quelqu'un qui n'a pas de problème et qu'on le met dans le liquide séminal de quelqu'un de paraplégique, les spermatozoïdes deviennent déficients. Donc en plus, il y a d'autres paramètres. Donc c'est une vraie difficulté pour pouvoir concevoir un enfant quand on est un homme blessé médulaire. Donc c'est beaucoup d'entre eux, alors bien sûr en fonction du niveau de handicap ou autre, beaucoup d'entre eux vont avoir recours à l'aide médicale à procréation. L'aide médicale à procréation, on a commencé à le dire, il va falloir y avoir accès. Donc c'est pas si simple, si on pourra parler un peu au niveau, rien que déjà le Grand Sud-Ouest, donc il faut arriver à trouver les structures qui vont pouvoir nous accueillir, il faut faire les démarches, et puis il y aura tous les freins sociaux. Tu veux être papa, voilà. T'es sûr, voilà. Déjà ça, il va falloir y aller. Et puis, il y a aussi les médecins, hein, le corps médical aussi, on n'est pas indemne de tout reproche. Donc, c'est un vrai enjeu et c'est un vrai axe dans le projet de vie, dans le projet de réadaptation de ces messieurs qui viennent dans les centres de rééducation et qui vont passer 3 mois, 6 mois, 1 an dans les centres de rééducation. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on va anticiper, on va prévenir, on va prendre en charge ces troubles de la fertilité. On va, à même titre qu'on va trouver le bon fauteuil ou la bonne chaise ou le bonne aide technique à la maison, eh bien, on va parler de ces problèmes de fertilité. Mais vous vous doutez bien que c'est pas simple. Voilà, je me mets dans les situations de ces jeunes hommes qui viennent d'avoir un accident, à qui on a appris que les gens ne marcheraient plus comme avant et qui doivent faire attention, on a dit, à la peau, aux urines et autres. Et là, on leur dit, mais pour être papa, ça sera compliqué. Alors souvent, la première réaction, c'est de dire, vous avez vu dans mon état, vous croyez qu'un jour, je vais être papa. Donc nous, on a déjà tout ce travail aussi à accompagner. C'est des personnes qui doivent apprendre à se sonder plusieurs fois par jour, à gérer leur sel, avoir un suivi urinaire qui va être tous les 6 mois, pendant 2 ans, puis tous les 2 ans. Donc c'est des gens qui sont surmédicalisés au niveau de leur périnée. Parce que, je vous ai dit, maintenant, ils vivent, ils ont la même espérance de vie, quasi que la population générale, mais au prix d'examens et de choses qui sont quand même difficiles. Donc en plus, pour être parent, on rajoute quelque chose. La légende dit qu'il faut faire un prélèvement de sperme le plus tôt possible. La légende dit, aux États-Unis, comme on est très rapide, si vous venez d'avoir un accident, au moment où on va vous endormir pour vous opérer du dos, on vous demande si on va vous prélever les spermatozoïdes. En France, on n'en est pas là, mais on va essayer de leur proposer le plus vite possible. Mais le plus vite possible, c'est quand ils sont prêts. Dans ma jeunesse, je leur proposais très vite, et puis en disant, mais essayez de recueillir le sperme, parce qu'on ne sait jamais plus tard. Et puis, je leur mettais un stress, finalement. Donc, il faut les accompagner, il faut qu'ils soient prêts. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, prévenir les troubles de la fertilité? C'est de venir recueillir des spermatozoïdes au laboratoire au sécoce. Alors, c'est des choses que vous connaissez peut-être, par exemple, dans les pathologies cancéreuses ou autres, c'est quelque chose qu'on fait. Mais là, c'est quelqu'un qui vient en fauteuil, qui vient au sécoce. Et on va médicaliser ce recueil de sperme. Alors, au mieux,
les messieurs peuvent se débrouiller tout seuls, soit on va médicaliser avec certaines stimulations, que je ne vais pas vous développer ici, mais qui mettent encore plus à mal tout ce rapport avec leur corps, avec leur intimité. C'est des gens qui, quand on fait ça, ils vont venir plusieurs fois. Donc il y a un vrai accompagnement. Donc comme on disait tout à l'heure, il y a un vrai parcours. Et puis si ces messieurs n'ont pas voulu recueillir des spermatozoïdes au départ, eh bien quand au bout de 5 ans, ils tapent à la porte avec madame et qu'ils disent qu'ils ont envie d'un projet, eh bien ils vont avoir ce projet PMA, qui vous savez est long. Il va d'abord falloir avoir des spermatozoïdes de qualité suffisante. Donc il faut qu'ils reviennent dans ce circuit dont je vous ai parlé, il va falloir médicaliser. Donc c'est pas simple. Et même s'ils ont des spermatozoïdes, de toute façon, il faut qu'ils refassent un bilan et il faut que madame aussi ait un bilan. Et c'est madame, pareil, vis-à-vis du couple, madame qui le plus souvent va avoir des traitements hormonaux parce que la qualité des spermatozoïdes n'est pas suffisante. Donc il y a aussi cette culpabilité de certains hommes de dire mais madame va devoir être traitée à cause de moi. Donc c'est un vrai parcours du combattant. Donc ça c'est pour les messieurs. Pour les dames, il y a le même enjeu, alors il n'y a pas du tout le même enjeu, pardon, il y a le même enjeu sur la sexualité, ça oui, mais par contre il n'y a pas de problème de fertilité. Mais le vrai enjeu, c'est ce qu'on a commencé à dire, c'est pouvoir accompagner ces dames avec ses spécificités. Et vous voyez, c'est l'équipe de Nantes qui est très, très avant-gardiste sur toute la prise en charge des blessés médulaires et qui avait fait cette étude. C'était une sage-femme qui avait interrogé les maternités pour connaître leurs difficultés face aux dames en situation paraplégique ou tétraplégique. Eh bien, elles avaient besoin surtout d'un matériel ou des locaux adaptés, donc une chaise qui permettrait de transfert, comme on a dit tout à l'heure, pour pouvoir les examiner. Et puis une chambre qui va permettre le soin. Alors cette chambre-là, elle n'est pas complètement idéale, parce que quand on est en fauteuil, on va pouvoir donner le bain au bébé après la naissance, mais déjà le contact au niveau des yeux, il n'est pas top. Mais déjà, ça permet quand même à la maman de pouvoir donner le premier bain. Donc il y a ces besoins-là, mais aussi quand même, dans la grossesse des dames paraplégiques et tétraplégiques, il y a tout un enjeu qui est l'aggravation temporaire du handicap. Je vous ai parlé des épaules, avec devoir se soulever avec les épaules ou marcher avec des cannes. Eh bien, quand il y a la grossesse et le ventre et tout ce qui est c'est plus compliqué. Par moment, il y a des dames qui marchaient, qui doivent être en fauteuil ou qui n'arrivent plus à changer de leur fauteuil ou qui n'arrivent plus à pousser leur fauteuil. Donc, il y a cet accompagnement-là qui est hyper important, bien sûr. Et je vous parlais des troubles périnéaux. L'autosondage, donc qui est vraiment la référence, eh bien, ça peut être aussi compliqué dans la grossesse. Donc, clairement, il faut être accompagné dans une équipe qui a l'habitude. Donc, en pratique, sur les personnes avec une paraplégie, une tétraplégie, alors moi j'ai dit prégestationnel, mais c'est préconceptionnel. Chez la femme, c'est hyper important cette consultation. On voit, enfin, ça fait maintenant 10 ans, au moins 10 ans que j'adresse les dames que je connais, et elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce qu'on anticipe toutes ces questions-là. Et aussi la gestion de la vessie, aussi la gestion au niveau du handicap. Et puis maintenant, les équipes de Paul de Viguier, elles peuvent aussi m'envoyer des dames qui sont sorties de la surveillance et on va pouvoir faire tous les examens qui sont en lien avec leur handicap et qu'elles auraient laissé passer. Et, chez les hommes, eh bien, encore une fois, c'est la médicalisation. Je me dépêche, je me suis calée. Je voulais juste dire un mot sur ce qui n'est pas le blessé médulaire, donc d'autres handicaps. J'ai pas eu le temps, et je pourrais aussi vous parler de la parentalité quand on poursuivre son rôle de parent alors qu'on vient d'avoir un handicap, alors qu'avant on n'était pas avec un handicap. On n'a pas eu trop le temps de l'aborder, mais nous, dans un projet de médecine physique et adaptation, quand on est dans un projet de vie, on n'est pas juste à permettre à personne de marcher ou d'être de nouveau autonome, il va falloir aussi l'accompagner dans son retour à son rôle de parent, et c'est fondamental. Mais là aussi, on n'a pas trop le temps, donc on pourra en discuter si vous avez des questions. Je vous ai parlé du blessé médulaire, mais il y a les autres pathologies neurologiques. Alors, si on se met dans la situation un peu du handicap qui est fréquent, qui est l'AVC ou le traumatisme crânien, donc une lésion cérébrale acquise, avec la situation, elle est encore une fois très caricaturale de l'hémiplégie, c'est des personnes qu'on ne verra pas en vue de la grossesse. Elles tomberont enceintes, tous les messieurs auront, si on les a accompagnés dans leur sexualité, arriveront à avoir des enfants, mais il y aura un vrai accompagnement là aussi pour les dames dans la grossesse, parce qu'il y a une aggravation du handicap du fait de la grossesse en elle-même, et donc il faudra les accompagner. Donc là aussi, la consultation préconceptionnelle est fondamentale. Et les messieurs, eh bien, il faut leur permettre de jouer leur rôle de papa.
Et puis, il y a la situation, donc, M. Clanet parlait de la sclérose en plaques, eh bien, c'est ce handicap évolutif, ces maladies. Donc, ils peuvent avoir tout type de handicap neurologique. Et en plus, il y a un gros enjeu qui est de savoir si ce traitement est compatible avec la grossesse, qu'est-ce qui va se passer. Et donc, il y a un vrai accompagnement, alors qui n'est pas dans mes compétences, mais qui est voilà, celui du neurologue et de l'obstétricien, où là aussi, il faut préparer. Donc, c'est des grossesses qu'on va accompagner et il va falloir adapter au cours de la grossesse. Donc, il faut avoir des liens étroits entre les différents professionnels. Et je finirai pour pouvoir du coup introduire Cap Parents, puisque quand bébé est là, mais il y a plusieurs enjeux. Il y a les pouvoir prendre soin du bébé. Et on a commencé à dire le matériel de puéricultrice, tout ce qu'il y a autour du soin du bébé, eh bien, c'est pas si simple, mais ça, je laisserai la parole à mes collègues. Et puis, il y a aussi, pour les parents qui sont en situation de handicap, maman ou papa, le fait d'être parent, plus les soins qui doivent s'accompagner. Je vous ai parlé d'autosondage, mais le blessé de la personne avec un paraplégie, tétraplégie, qui a des soins un peu longs dans la journée, eh bien, il va falloir aussi l'intégrer dans le quotidien. Il va peut-être falloir faire adapter les aides humaines, la MDPH, tout cet accompagnement autour, parce que, comme vous l'avez bien dit, c'est une révolution, c'est un changement, et il va falloir adapter. Donc nous, on refait des dossiers de MDPH, par exemple, pour avoir plus d'aide, et ainsi de suite. Donc c'est des adaptations permanentes. Mais moi, en tant que médecin de MPR, ça fait quand même partie des émotions les plus fortes. C'est quand les personnes que j'ai connues, que j'ai accompagnées, qui viennent avec les photos voir me présenter leur enfant, c'est des situations qui sont très riches en émotions et c'est magnifique. Et voilà. Et ça se fait, et ça se fait très beau. Et c'est très beau aussi.